Bonjour à tous, nous sommes toujours à côté du Capitole pour poursuivre nos entretiens avec des membres de la communauté franco-américaine juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron ici aux États-Unis pour 3 jours de visite d'État. Je suis avec Olivier Piton maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Olivier Piton, membre du Parti des Républicains, président de la commission des lois à l'Assemblée des Français de l'étranger et élu consulaire ici à Washington DC. On est un peu chez vous. Élu de l'opposition donc, mais est-ce que vous accompagnez aujourd'hui le président de la République en tant qu'élu Les Républicains, ou est-ce que vous êtes français des États-Unis en ce moment pendant cette visite très symbolique? Alors c'est très simple, moi je suis d'abord un citoyen français, donc je suis très heureux et très honoré que le président de la République française, donc le président de mon pays, qui me représente, soit aussi bien accueilli par les autorités américaines. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est une avancée importante dans la reconnaissance des Français de l'étranger, c'est que l'ensemble des élus des Français de l'étranger, en partie à notre demande, mais aussi grâce à l'intercession de l'ambassade de France, tous les élus des Français vivant aux États-Unis assisteront à la plupart des manifestations symboliques, institutionnelles organisées lors de cette visite d'État. Donc c'est une reconnaissance des Français de l'étranger, de leurs représentants accessoirement, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on est reconnu en tant qu'acteur de la vie franco-américaine. Et ça, c'est la première fois que ça arrive alors? Ça n'était pas arrivé sous François Hollande, ça n'était pas arrivé sous Nicolas Sarkozy. J'étais présent au moment de la visite d'État de Nicolas Sarkozy en 2008. Non, c'est la première fois que ça se passe. Et nous avons donc une reconnaissance de fait du vivier, de l'importance que représentent aujourd'hui les Français de l'étranger, et en particulier là, les Français qui vivent aux États-Unis. Alors, avant de parler des Français qui vivent aux États-Unis, un mot peut-être sur la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron. C'est une relation qui fait couler beaucoup d'encre ici aux États-Unis ou en France. Est-ce que, selon vous, le président a la bonne stratégie, cette stratégie de séduction par rapport au président américain? Est-ce que, selon vous, c'est la bonne stratégie? Alors d'abord, ce qui est toujours intéressant, c'est de constater qu'ils ont un parcours de prise de pouvoir qui est commun. On oublie de le rappeler, mais et d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit dans Fox News il y a quelques jours, ce sont tous les deux des mavericks, c'est-à-dire ce sont tous les deux des hommes politiques qui ont déjoué tous les sondages, tous les augures, tous les experts qui leur prédisaient qu'ils n'arriveraient jamais à se faire élire. Donald Trump luttait, on s'en souvient, contre l'élite washingtonienne, et Emmanuel Macron luttait contre ce que lui appelait l'ancien monde, mais il y avait quand même des similitudes. Et ils ont tous les deux un petit peu ce profil des guerriers qui sont sortis de l'enfer et qui ont une sorte de fraternité d'armes. Donc ça déjà c'est le premier point, et ça explique en partie leur bonne entente. Ça n'empêche qu'il y a effectivement énormément de dossiers sur lesquels il y a des désaccords entre la France et les États-Unis, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ce qui est important dans la relation franco-américaine aujourd'hui, c'est qu'à ma connaissance, en tout cas sans doute depuis la Révolution américaine, nous n'avons jamais connu une relation qui soit aussi exclusive. Traditionnellement, les États-Unis, en Europe, s'appuient sur l'allié économique qui est l'Allemagne, mais aujourd'hui Angela Merkel mène une sorte de guerre des valeurs contre Donald Trump, donc ce n'est plus le partenaire que c'était. Et puis il y a des divergences économiques importantes également. Et puis il y a l'autre allié, l'allié naturel, l'allié de l'ADN, qui est la Grande-Bretagne, qui traditionnellement était toujours du côté des Américains. Eh bien, le Brexit a contribué aussi à rendre cette relation plus faible. Donc la France, de fait, aujourd'hui apparaît comme non pas l'acteur principal des États-Unis ou l'interlocuteur principal des États-Unis en Europe, mais comme le seul véritable interlocuteur sur lequel Donald Trump puisse s'appuyer en Europe. C'est une situation à laquelle on n'avait jamais assisté. Interlocuteur, alors bien sûr, il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord avec les États-Unis. Il y a bien sûr l'environnement, mais tout le débat autour des barrières tarifaires, le dossier du nucléaire iranien, etc. C'est vrai qu'il y a des dossiers de différence. Jusqu'à présent, dans l'analyse que vous faites, est-ce que cette amitié affichée, en tout cas entre les deux chefs d'État, profite à la France ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je l'avais expliqué dans un livre que j'avais sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Les transgressifs au pouvoir et qui traitait justement de la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Moi, ce que j'avais esquissé, c'est que les relations entre les deux hommes et la nécessité pour les deux pays de s'entendre allaient normalement déboucher sur une sorte de leadership auquel on a assisté en particulier en Syrie, qui est tout à fait unique
dans le sens où ça n'est pas d'abord les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, et ensuite la France, mais les États-Unis, la France et accessoirement la Grande-Bretagne. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette visite d'État ? Donald Trump a besoin de la France beaucoup plus que la France n'a besoin des États-Unis aujourd'hui. Donald Trump est isolé sur la scène internationale. Il peut compter sur quelques alliés comme la Pologne, par exemple, ou Israël. Mais dans le concert des nations, il est relativement isolé pour tout un tas de raisons sur lesquelles, évidemment, ça n'est pas la peine de s'étendre. Emmanuel Macron, au contraire, a une image extrêmement positive, la plupart du temps de par le monde. Et donc Donald Trump a besoin de trouver les moyens de se raccrocher à Emmanuel Macron et de renforcer ce lien avec la France. Ça, c'est le premier point. La France a-t-elle besoin des États-Unis ? Oui, on a toujours besoin des États-Unis, parce que les États-Unis représentent la première puissance mondiale et que Donald Trump ou pas Donald Trump, d'ailleurs c'est encore une fois ce que Emmanuel Macron a dit sur Fox News, ça reste notre premier partenaire hors Union européenne et notre plus vieil allié depuis la création des États-Unis d'Amérique. Donc ce qui est probable, si on fait un tout petit peu de politique fiction pour s'amuser, c'est que Emmanuel Macron va sans doute beaucoup demander sur le climat, sur le nucléaire iranien, sur le multilatéral, sur la Syrie peut-être, et en même temps, Donald Trump va écouter et répondre au coup par coup, sachant qu'il ne peut pas, à mon sens, laisser Emmanuel Macron repartir bredouille. Donc on va assister à une scène qui est assez originale, où le demandeur, c'est la France, mais celui qui, au bout du compte, a le plus à perdre, c'est l'Américain. Un mot sur les Français de l'étranger, puisque l'un des temps forts de cette visite d'État, ce sera la réception que le couple présidentiel va donner pour les Français de Washington DC. Qu'est-ce que vous attendez en termes de message de la part du président aux Français qui habitent ici ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent ? Alors, traditionnellement, François Hollande l'avait fait, le président de la République s'adresse toujours à la communauté française, en tout cas il trouve toujours un moment. Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi, François Hollande l'avait fait. Donc c'est un exercice obligé et naturel et en même temps nécessaire. On est aujourd'hui près de 3 millions dans le monde français, à faire vivre la France par toute une série de liens, les liens d'enseignement, les liens économiques, les liens culturels, etc., etc. Donc c'est toujours très important que le président de la République trouve un moment pour s'adresser à la communauté française, puisque les places sont parties en moins d'un quart d'heure, c'était mieux qu'un concert de rock. Mais en même temps, la nouveauté, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, il est quand même issu de ce monde connecté, il est de cette nouvelle génération qui considère effectivement qu'on a largement abattu les distances. C'est-à-dire qu'il est sans doute le premier président, et je dis ça en n'étant pas forcément toujours d'accord avec lui, mais c'est sans doute le premier président qui peut le mieux appréhender la manière dont la plupart des Français aux États-Unis vivent. Donc c'est très important d'avoir un interlocuteur qui nous comprenne. Un interlocuteur qui de surcroît a travaillé pour une grande banque dont les codes sont anglo-saxons, la banque Rothschild. Donc il connaît aussi le mode de fonctionnement anglo-saxon. Et d'ailleurs ça participe aussi à mon avis de l'entente avec Donald Trump, parce qu'il connaît les codes, il parle anglais, etc. Donc pour nous, au-delà de l'aspect du parcours obligé, ça permet de démontrer qu'on a un président qui va sans doute être plus que jamais à l'écoute de ce que nous sommes, nous les 3 millions de Français qui vivons à l'étranger. Voilà. Donc c'est assez intéressant de savoir ce qu'il va nous dire, et la manière dont il va nous le dire. Et je pense qu'en tout cas, ça inaugure, si vous voulez, le fait qu'on est aujourd'hui devenu une force incontournable pour le rayonnement de la France et pour sa richesse, que ce soit économique, culturelle ou autre. Ça fait presque un an qu'il a été élu. Ça a été un bon président pour les Français de l'étranger, vous diriez ? Oui et non. On n'est pas à l'heure de la polémique, on est à l'heure du rassemblement, on a une visite d'État. Moi, ce que je souligne, et ce que beaucoup soulignent d'ailleurs, et pas simplement dans mon camp, c'est qu'effectivement l'augmentation de la CSG frappe durement les retraités, que la baisse de 33 millions d'euros du budget de l'Agence de l'enseignement des Français à l'étranger, l'AEFE, est quand même un très mauvais coup porté si vous voulez, au lien d'éducation que les enfants d'expatriés ou de résidents français à l'étranger veulent conserver avec notre pays d'origine.
La réserve parlementaire, ce qui permettait aussi de financer des initiatives locales, puisqu'on n'a pas de circuit court, hein, on n'a pas de collectivité locale, ici il n'y a pas de commune, il n'y a pas de région, il n'y a pas de département, qui a été remplacé par un dispositif qui est quand même moins performant, même s'il a le mérite d'exister, qui s'appelle le STAFF. Il y a aussi des critiques à formuler. Donc dans l'ensemble, voilà, encore une fois, il va falloir juger à l'aune des 4 années qui viennent et non pas simplement au bout d'une année. Mais voilà, il y a quelques questionnements, on veut dire que les Français peuvent avoir à l'égard des premières décisions prises par le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Et je pense notamment là-dessus aux retraités, sur l'augmentation de la CSG, qui était malgré tout une promesse du candidat Macron, sa suppression pour les Français et l'étranger, et qui n'a pas été suivie des faits. Donc encore pas mal d'interrogations, on va le dire comme ça. Mais voilà, l'heure est au rassemblement, est à la réjouissance et au fait que l'on soit aujourd'hui considéré, grâce à cette visite d'État, comme une puissance toujours aussi déterminante dans le concert mondial. C'est ça le plus important aujourd'hui. Très bien, merci. Donc on va suivre Merci cette à vous. visite d'État. Merci à tous qui nous suivaient. On va se retrouver tout au long de cette journée de lundi pour plus d'entretiens avec des acteurs de la communauté franco-américaine. Merci beaucoup.